Un petit préambule. Les vrais amis sont parfois exigeants et nous avons une amie commune, Jean Vils et moi, et d'autres personnes qui sont devant moi là dans la salle, qui s'appelle Chantal Deschamps. Et cette amie parle, qui est une militante inlassable des droits et de la place des plus vulnérables, parle souvent de ces lieux où il y a des sachants, soignants ou autres, qui en fait se gratifient plutôt eux-mêmes, parfois se glorifient, sans être vraiment à l'écoute de ceux dont ils parlent. Jean le sait, Chantal est parfois assez rude sur ces maisons des usagers où la gestion est en fait confiée à des administrateurs salariés et pas vraiment aux usagers. Et pour tout vous dire, pour cette journée même, je me suis fait un peu secouer les puces par Chantal, et je l'entends, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un petit reflet. Mais bon, je crois aussi sincèrement à la médiation, à la transition, aux transactions, donc c'est aussi ça. Alors donc mon sujet, c'était ce que les patients m'ont appris par des vignettes cliniques de patients vulnérables, et donc je vais vous faire 3 récits. Le premier est celui-ci. J'ai rencontrer Mariam pour la première fois en réanimation il y a 10 ans. Elle hurlait. Les psychiatres parlaient d'attaques de panique, prescrivaient de l'Aldol. Elle avait été amenée aux urgences par des personnes refusant de s'identifier, qui sont vite parties. Elle avait une tuberculose pulmonaire, une atteinte méningée, une insuffisance rénale et le virus du sida comme origine de toutes ces atteintes. Les réanimateurs ont sauvé sa vie et petit à petit, les multiples médicaments ont commencé à agir. Je suis passé à la voir en réa, puis j'ai commencé à parler avec elle, en anglais, en français. C'est une jeune femme nigériane de 30 ans. J'ai expliqué la maladie, les traitements avec des mots simples et des perspectives réalistes d'amélioration, par exemple déjà sortir de réanimation. Ça a fonctionné, elle s'est apaisée à écouter. Revenu en médecine, nouvelle épreuve. La tuberculose était liée à un bacille multirésistant. Il a fallu renforcer le traitement, à plus de 20 pilules par jour, prolonger des semaines un isolement strict, le port d'un masque pour tous les soignants et pour elle. Malgré tout, les choses commencent à s'améliorer. Une amie reprend contact, a eu assez confiance pour la loger à la sortie de l'hôpital. Et j'ai perçu sa saturation, non pas tant des médicaments qu'elle acceptait, mais de cet isolement prolongé qui l'étouffait littéralement ou symboliquement. Il a fallu alors négocier en interne avec mes collègues. Il n'y avait plus de bacilles à l'examen direct des crachats, mais il aurait fallu un mois de plus pour une sécurité plus solide de non-contagiosité. Et mes collègues me disaient, si elle sort, Denis, tu sais bien, elle ne prendra pas ses traitements, elle ne reviendra pas aux consultations, on la reverra en état catastrophique, ayant contaminé d'autres personnes au passage. Mon insistance a convaincu d'essayer au moins. Ça a marché. Elle est revenue, on a pu diminuer puis arrêter complètement, après plus d'une année, les médicaments antituberculeux. Je lui expliquais soigneusement à chaque fois les raisons qui permettaient de faire ces diminutions, ces stops, etc. Cela servait de support en même temps, à la fois aux échéances d'amélioration et support d'espérance. Elle a réinvesti sa vie, elle est redevenue une très jolie jeune femme aux yeux verts, mais il y a eu encore une épreuve difficile à surmonter. Elle a récupéré ses papiers, un passeport du Nigeria, un autre nom et prénom. Elle ne s'appelait pas Marianne, mais Angie. Les droits difficilement ouverts à une identité qui s'avérait fausse devaient être réouverts ou transférés. Problème pratique, éthique aussi. Des amis pouvaient l'accueillir à Strasbourg et le suivi au CHU de cette ville a aidé à poursuivre sous sa véritable identité. Double ou triple transfert. Elle est revenue me voir quelques années en consultation, 1 fois par an, juste pour vérifier que ça allait, me raconter qu'elle avait dû trouver du travail, un compagnon. Puis j'ai eu simplement des comptes rendus intermittents de mes collègues. Dernière nouvelle du mois dernier. Tout va bien, elle s'est mariée, elle a le projet de faire un enfant, mais son atteinte rénale rend le spécialiste un peu inquiet. Vous la connaissez, m'a écrit sa collègue. Elle veut cet enfant, elle va évidemment le faire et ne pas écouter les conseils de prudence. Une autre histoire, vous allez voir, on va un peu changé de tonalité. Jocelyne avait 25 ans, vivait à Abidjan au sein d'une famille aisée avec une petite fille de 4 ans. Un jour, un médecin lui annonce qu'elle est séropositive. Quand elle rentre chez elle, le médecin a aussi prévenu son père qui la traite de putain et de salope. Traumatisée, elle quitte la maison, puis aussi la Côte d'Ivoire. En France, sa maladie se décompense, elle est très maigre et fatiguée. Mais les médicaments antirétroviraux sont remarquablement efficaces. Sous traitement, elle récupère rapidement et complètement, cliniquement, avec la confirmation d'une charge virale indétectable. Mais ensuite, de façon répétitive, 1 fois, 2 fois, 4 fois, elle abandonnera les traitements, les suivis, la maladie repart. Elle est suivie, elle est aidée par le médecin, ma pomme, le psychologue, par une sœur infirmière vivant en France depuis longtemps, aussi compréhensive pour elle que son père ne l'avait pas été. Mais elle dit que ces médicaments ne passent pas. Les prendre lui rappelle la maladie, ce diagnostic intolérable. Sa fille était restée en Côte d'Ivoire, élevée par une grand-mère.
On propose un retour transitoire. Elle accepte. Retrouver son rayon de soleil sera un grand bonheur. Mais revenir en France sans pouvoir la ramener avec elle, un nouveau déchirement. Finalement, elle cessera de prendre ses traitements et de venir en consultation, sera réhospitalisée en état catastrophique pour mourir seule dans un établissement de moyen séjour. Ma dernière histoire est récente et je suis profondément reconnaissant à l'intéressé de m'avoir autorisé à en parler, d'avoir décidé de me faire confiance. Joël Ménard est un grand médecin, un ancien directeur général de la santé. On lui a diagnostiqué il y a quelques mois un cancer du pancréas qu'il a accepté avec courage et effroi. Malgré sa fatigue et sa grande pudeur, il m'a reçu chez lui, a accepté de me parler davantage de ce qu'il avait tenu à raconter, ce qu'il a exposé, ou il s'était exposé en même temps, dans une interview au quotidien du médecin que vous pourrez lire, puisqu'elle est dans les pochettes pour tout le monde. Et vous verrez, il voulait dire, à côté des gestes de compétences techniques du personnel, des aides-soignants, des infirmiers et des infirmières, l'importance extrême du sourire, du petit mot d'accompagnement, du regard, et sa découverte de la réalité essentielle pour lui comme malade ou comme médecin, de ces éléments d'écoute et de soutien, aussi via ce contact, le réconfort que procure, au-delà des techniques de soins, la richesse et le courage, l'engagement total de ces soignants au parcours et à la vie à la fois complexe et très riche en même temps. Je n'ai pas le temps, mais vous retrouverez un petit peu ces descriptions avec les prénoms de ces filles, de ces garçons qui viennent le voir, ce qu'ils font, leurs activités militantes, de danse, de salsa, que sais-je. Il a gardé ainsi le souvenir intense d'une infirmière, pas de service ce jour-là, qui passe lui dire bonjour parce qu'elle l'a laissé mal la veille, ou de cet autre dont c'est le dernier jour de travail et qui vient le voir en lui disant que son dernier malade est important pour elle. Et ce qu'il conclut est pour cela très précieux pour nous. L'idée est à la fois complètement connue, enfin on a parlé plusieurs fois ce matin, mais en même temps, on a tous buté sur ces différences de logique qui font que on a du mal à amplifier les choses et que, donc je recite encore Ménard qui dit « Le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est aussi de la qualité ». Et ce temps-là, ce temps de la relation vraie et profonde, donné par des personnels souvent de faible rang hiérarchique, de faible paye, comme vient de nous le dire Alain, en théorie, est un temps essentiel. Alors je pense que Joël Ménard n'en voudra pas, puisqu'il m'a fait cette confiance de conclure ainsi mes 3 histoires. Voilà, comme ça, quelques réflexions. L'accompagnement, cela peut être simple comme une présence empathique et fraternelle. Mais en même temps, ni l'accompagnement ni les soins techniques les plus avisés et compétents ne peuvent amener à une toute-puissance illusoire. Il y a aussi une irréductible liberté, pulsion de vie ou contrainte intérieure de l'autre. Et enfin, ceci, pour finir, je suis navré souvent et intimement scandalisé, pour le dire, quand le care est entendu, vécu comme un truc un peu dégoulinant, compassionnel, des histoires de bonnes femmes, comme celles, vous le savez comme moi. Souvent, même si les personnes s'en défendent, j'entends là des propos d'inclus, de sachants, de bien portants. Et c'est sans doute aussi pour cela que ce témoignage de Joël Ménard m'a autant touché. Le renversement de perspective est tangible et véhément. Je suis tout aussi navré quand je perçois le déni de compréhension de quelqu'un, pas un ami, mais qui m'est cher, intellectuellement, d'Edgar Morin, et de ce qu'il entend par réponse au défi de la complexité. Quand j'en parle, on entend des idées de coupeur de cheveux en 4. On m'a dit récemment, il aurait mieux fait de parler de facilitation et facilitateur, serait mieux passé. Or, complexe, cela vient du latin complexus, qui veut dire tisser ensemble, assembler. Edgar Morin parle de nous, parle de moi, en parlant de nos natures contradictoires, du lien total entre le rationnel et l'affectif, quoi qu'on en dise, et il pense, il dit, il écrit, il martèle que seul l'amour, seule la fraternité peuvent donner des clés pour affronter le contradictoire, le complexe, la vie, et faire avancer ce qu'il nomme et explique un humanisme régénéré. Je vous remercie.